Bonjour à tous. Je voudrais vous donner quelques bonnes nouvelles d'Afrique. En ce jeudi 24 juin 2021, en mi-journée, je voudrais consacrer quelques minutes de cette pause à vous donner quelques bonnes nouvelles d'Afrique. Bonjour à tous. Quelques bonnes nouvelles d'Afrique, malgré tout ce qu'on entend. Partagez ce moment de bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Sur ce fond de musique profonde d'Afrique, j'ai voulu prendre quelques minutes en cette pause, bientôt finie, du jeudi 24 juin 2021 pour vous donner quelques bonnes nouvelles d'Afrique. Et pour vous dire que quelles que soient les épreuves que nous avons à affronter, puisque nous savons pourquoi nous sommes au monde, nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes et où nous allons, nous devons chacun et chacune nous efforcer de conserver la joie. Non pas que nous soyons forcément heureux, parce qu'il ne faut pas confondre la joie avec le bonheur. Le bonheur est un état forcément éphémère, parce qu'il y a tellement de malheurs qui tous les jours frappent le monde, que celui qui simplement s'informe de ce qui se passe sur la terre ne peut vraiment pas être heureux pendant longtemps. Par contre, la joie, c'est un état de l'âme qui consiste à avoir confiance dans les valeurs
dans l'origine et la destination spirituelle de sa vie. Celui qui sait que la forme humaine est une forme transitoire que le Créateur nous accorde afin que nous découvrions la connaissance, afin que nous comprenions sa magnificence et que nous accomplissions sa mission d'amour. Celui qui a cette conscience de l'origine et de la destination spirituelle de la vie possède la joie. La joie, c'est la confiance en la vie. C'est la confiance en nos ancêtres angélisés et en Dieu Tout-Puissant Créateur, qui en toutes circonstances veille à ce que ceux mêmes qui perdent le corps ne perdent pas leur âme. C'est-à-dire qui veille à ce que nous continuions en cette vie-ci et en d'autres à participer à l'œuvre créatrice du Tout-Puissant. Quand vous avez cette conviction intérieure, vous atteignez le niveau d'esprit qu'on appelle la joie, c'est-à-dire la confiance en la vie, malgré ses hauts et ses bas. Et la vie dont je parle, c'est la vie de l'esprit, la vie créatrice. Africaines, Africains, amis des luttes africaines pour la liberté, le bonheur peut s'absenter, mais jamais la joie ne doit s'absenter. C'est-à-dire la confiance au Tout-Puissant, la confiance en la vie la plus profonde qui soit, la vie qui nous est offerte à chaque instant par le souffle spirituel de l'être absolu, à travers la bénédiction de nos ancêtres, aujourd'hui angélisés, et qui intercède pour nous dans tous les supramondes. Oui, il y a donc quelques bonnes nouvelles à partager avec l'Afrique des libertés. La première de ces bonnes nouvelles, je la réserve pour le peuple centrafricain. Centrafricaines, centrafricains, désormais sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, on trouve une pétition signée par près de 10 500 citoyens à travers le monde. Pétition citoyenne, pétition de la société civile internationale, demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à la puissance française d'arrêter la répression diplomatique de la République centrafricaine au niveau des Nations Unies et de laisser le gouvernement légal et légitime du Centrafrique se procurer, comme tout gouvernement légitime et légal, les armes dont le Centrafrique a besoin pour assurer la paix et la sécurité de ces 623 000 km². Hier, j'ai consacré une bonne partie de la journée à acheminer ce courrier et à vérifier par téléphone, bureau après bureau, que le courrier avait été réceptionné. Aujourd'hui, 24 juin 2021, je suis en mesure de dire aux plus de 10 484 pétitionnaires qui ont demandé la levée de l'embargo de la France et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la défense du Centrafrique, je suis en mesure de leur dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétariat général des Nations Unies ont reçu chacune de vos signatures. Je leur ai acheminé avec un courrier de présentation 510 pages comportant pratiquement 10 500 signatures venues des 5 continents du monde. Dans l'histoire de la République centrafricaine, je suis formel là-dessus. C'est la première fois que 10 500 citoyens du monde entier volent au secours du peuple centrafricain pour dire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes des témoins citoyens sur tous les continents du combat légitime du peuple centrafricain pour trouver la paix, du combat légal et légitime du gouvernement centrafricain pour protéger sa population. Alors, nous tenons à venir en notre propre nom et au nom de toute l'Afrique des libertés, vous faire prendre conscience du fait que nous sommes des éclaireurs, nous sommes des avertisseurs, nous sommes des alerteurs. La société civile africaine, la société civile mondiale sont désormais au courant que la puissance française empêche le gouvernement centrafricain depuis pratiquement 2013 d'accéder au marché international des armes pour doter librement sa police, librement sa gendarmerie
et librement son armée des moyens modernes de protection de ses 623 000 km². La pétition a été adressée au pays qui est actuellement le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Norvège. La pétition a été adressée à la délégation norvégienne aux Nations Unies. La pétition a été adressée à l'ensemble des 15 pays membres actuels du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a 10 pays qui sont membres non permanents et il y a 5 pays qui sont membres permanents, à savoir la Chine, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, la République française et la Grande-Bretagne. Les 5 pays que je viens de citer, qui sont donc les membres du Conseil permanent, du Conseil de sécurité, eh bien, tous ces pays ont reçu copie de la pétition par leur réseau officiel aux Nations Unies. Et j'ai veillé à chaque fois, par un coup de fil, à avoir attestation auprès du bureau que le courrier était arrivé. En particulier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un monsieur qui s'appelle David Biggs. David Biggs, B-I-2-G-S, est spécialement chargé du suivi de la situation de la République centrafricaine au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, le bureau de monsieur Biggs a été contacté hier et la totalité de nos courriers lui ont été acheminés. Le secrétariat chargé de recevoir toutes les informations pour les mettre à la disposition des assises du Conseil de sécurité des Nations Unies a également entièrement reçu chacune des 4484 signatures que nous avons pu récolter depuis 3 mois. Pétitionnaires du monde entier qui avaient volé au secours du peuple centrafricain, sachez que les Nations Unies, désormais, vous connaissent. Sachez que les Nations Unies vous ont lu. Sachez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, organe spécifique, a été saisi et est au courant de votre démarche. Mais je voudrais maintenant répondre à une question. Est-ce que cette pétition suffira à déclencher un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur du Centrafrique? Réponse honnête, non. Et d'ailleurs, la pétition n'avait pas cette prétention. Comment les choses se passent au Conseil de sécurité? Parce que les Africaines et les Africains ne savent peut-être pas, il faut leur expliquer. Au Conseil de sécurité, il y a 15 membres. Il y a 10 membres qui ne sont pas permanents et il y a 5 membres permanents. Le vote des décisions au Conseil de sécurité se fait bien sûr à la majorité. Sur 15, je crois qu'il faut en avoir 8. Si vous en avez 8, votre décision l'emporte. Mais, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les 5 pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont arrogés depuis lors un pouvoir spécial qui s'appelle le droit de veto. Si la Russie n'est pas d'accord avec une résolution, la Russie oppose son veto, la résolution ne passe pas. Si la France n'est pas d'accord avec une résolution quelconque des Nations Unies, la France oppose son veto, la résolution ne passe pas. Si le Royaume-Uni, si la Grande-Bretagne, pardon, n'est pas d'accord avec une résolution des Nations Unies, la Grande-Bretagne peut opposer son veto et la résolution ne passe pas. Si la Chine n'est pas d'accord avec une résolution des Nations Unies, la Chine peut opposer et la résolution ne passera pas. Les États-Unis d'Amérique, pareil. Donc ces 5 puissances ont un pouvoir supérieur à toutes les autres puissances des Nations Unies parce que ces puissances seules, individuellement, peuvent bloquer une résolution. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque ces puissances ne sont pas d'accord sur une résolution, bien souvent, il y a ce qu'on appelle un principe de négociation interne entre les puissances. Et je voudrais vous dire rapidement ce qui s'est fait dans le cas du Centrafrique. La France est la puissance qui, en 2013, avait introduit la résolution qui avait mis l'embargo sur l'armement du Centrafrique. Or, depuis 2017-2018, la Fédération de Russie a passé des accords de défense avec la République centrafricaine et est devenue un partenaire fort de la République centrafricaine au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conséquence, il est important que vous sachiez que depuis 2018, la Fédération de Russie a obtenu une levée partielle de l'embargo sur l'armement de la République centrafricaine. C'est quoi une levée partielle? C'est-à-dire que le Conseil de sécurité a accepté
que le gouvernement légal et légitime du président Touadéra puisse accéder à un certain type d'armes. Parce que la Fédération de Russie l'a exigé. Quel est l'intérêt de cet embargo partiel? C'est que la Fédération de Russie n'a pas fait perdre la face à la France en faisant désormais veto sur la résolution qui avait déjà été votée. La Fédération de Russie a appelé la France à revoir sa position sans pour autant perdre la face. Ce qui a permis une levée partielle de l'embargo sur les armes centrafricaines. Or, actuellement, la position de la Fédération de Russie est que la France doit accepter une levée totale de l'embargo. Vous avez entendu l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine, le docteur Titorenko, le dire. La France rechigne actuellement à la levée totale de l'embargo. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'embargo comme un moyen de pression sur le gouvernement centrafricain. Un, pour le maintenir sous le contrôle de la tutelle française, comme depuis la pseudo-indépendance de 1960. De deux, pour continuer à être le principal partenaire économique du Centrafrique et donc le principal, en quelque sorte, exploiteur réel et potentiel des richesses extraordinaires de ce pays. Et puis trois, pour que la France continue d'imposer au Centrafrique la désignation de ses dirigeants. Avoir le droit de choisir qui doit être le président de Centrafrique, qui doit être ministre en Centrafrique, qui doit être député en Centrafrique. Paris n'a pas encore renoncé à cette prétention. Donc, actuellement, il y a un bras de fer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies entre les deux grandes puissances. La Russie, en 2013, n'avait pas fait veto. C'est pour ça que la résolution était passée. Mais la Russie a demandé depuis à la France de revoir sa position. La France ne veut pas revoir sa position. Alors, c'est à ce moment que la pétition des citoyens du monde entier pour demander à la France de revoir sa position a une certaine valeur. Elle a une certaine valeur parce qu'elle vient prouver que la demande du gouvernement centrafricain, qu'il y ait une levée totale de l'embargo, cette demande est relayée par la société civile. Il y a un fait qui n'existait pas jusqu'ici. Il n'y avait pas une forte mobilisation de la société civile centrafricaine, nationale et internationale pour soutenir le gouvernement centrafricain. Désormais, sur la table des négociations, sur la table des débats, le gouvernement centrafricain pourra dire « Mon peuple et de nombreux citoyens à travers le monde nous soutiennent pour demander que vous leviez l'embargo. » Ce n'était pas le cas en 2013. Ça n'a pas été le cas avant 2021. Avant 2021, il n'y avait jamais eu un mouvement fort de la société civile, non pas seulement centrafricaine, mais de la société civile internationale, pour dire « Écoutez, ça suffit maintenant. » Nous demandons à la France macronienne de laisser le président Touadéra et son gouvernement s'approvisionner en armes sur le marché international des armes. Un, parce qu'ils sont le gouvernement légal et légitime du Centrafrique. Et de deux, parce que c'est la condition pour mettre fin à la tragédie humanitaire. 1 million de personnes déplacées de guerre dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Nous avons vu les limites de la MINUSCA et de la France pour amener la paix en Centrafrique. Depuis 2013, l'opération Sangaris, jusqu'en 2021, ni la France, ni la MINUSCA n'ont été capables de ramener la paix aux Centrafricains. En moins de 2 ans de coopération militaire, on voit que la Fédération de Russie et l'armée centrafricaine ont ramené la paix dans pratiquement 100% du territoire national centrafricain. Nous, société civile, nous n'entrons pas dans la querelle des puissances. Nous sommes d'accord avec le président Touadéra quand il dit que le Centrafrique ne doit pas être le lieu d'affrontement des puissances occidentales. Mais nous constatons que c'est parce qu'on a empêché le gouvernement centrafricain d'avoir les moyens de sa politique de défense, de paix et de sécurité, que jusqu'ici il ne réussissait pas. Depuis que, grâce à l'action de la Fédération de Russie, le gouvernement centrafricain a pu obtenir une levée partielle de l'embargo, les résultats se font voir. Nous, société civile, nous apportons un soutien moral au gouvernement centrafricain. Nous apportons un soutien moral aux alliés sincères du peuple centrafricain. Nous apportons un soutien moral au peuple centrafricain. Et nous signalons au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y a une opinion internationale fortement remontée contre l'embargo sur les armes de la République centrafricaine. Donc c'est sur le plan moral que nous avons décidé d'agir. Et je peux vous dire que cette action a un impact favorable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les fonctionnaires avec qui j'ai pu discuter s'accordent à dire this is a wonderful thing you are doing. You are showing that in Africa and through the world, there are many people
to be concerned by what is happening in Central Africa and to ask for a fair solution of that conflict. Nous avons été félicités, mes chers frères et sœurs, mes chers amis pétitionnaires, et je voulais vous transmettre cette joie. Nous avons prouvé qu'il existe une société civile, non pas seulement centrafricaine, mais une société civile africaine internationale. Une société civile européenne, américaine, pour les libertés africaines. C'était ça le but. Dire aux Nations Unies que l'Afrique des peuples est réveillée. L'Afrique des libertés populaires est réveillée. Il existe des milliers et des milliers. Il existe des milliers, bientôt des centaines de milliers, bientôt des millions d'Africains éveillés et qui ne veulent plus jamais qu'on décide de l'avenir d'un pays africain à la place des peuples africains et des gouvernements légaux et légitimes. Donc la pétition est arrivée à son but et elle a l'impact moral, psychologique nécessaire. Dire que il y a plus de 10 500 personnes à travers le monde qui volent au secours du Centrafrique et qui disent, moi, je demande qu'on laisse le Centrafrique disposer de sa sécurité. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et sur la table des discussions sur la question centrafricaine, au Conseil de sécurité, il sera question de vous. Il sera question de nous, mes chers frères et sœurs, mes chers amis pétitionnaires. L'autre impact, c'est que depuis 3 mois, nous avons mené une campagne forte pour le Centrafrique. Avouez que la campagne forte que nous avons menée depuis pratiquement le mois de décembre pour le Centrafrique a permis à presque tous les Africains de connaître la tragédie centrafricaine et d'épouser la tragédie centrafricaine. Avouez que la situation centrafricaine a contribué à éduquer citoyennement les Africains. La connaissance de la tragédie centrafricaine a été une école de compréhension de la lutte panafricaine pour les libertés. De telle façon que ceux qui se battent au Cameroun pour la liberté se sentent concernés par ce qui se passe en Centrafrique. Ceux qui se battent en Côte d'Ivoire pour la liberté. Ceux qui se battent au Congo-Brazzaville pour la liberté. Ceux qui se battent au Gabon pour la liberté. Au Tchad pour la liberté. Au Niger, au Ghana, au Togo, au Sénégal. Tout le monde se sent concerné par la tragédie centrafricaine parce que chacun sait que ce qui se passe en Centrafrique le concerne dans son pays. Avouez que cette mobilisation, avec plus de 10 500 signatures maintenant, a été un moment d'éveil panafricain et un moment d'éveil mondial pour l'Afrique. Puisse cette campagne être le modèle de toutes les campagnes que nous aurons à mener pour le Congo-Brazzaville, pour le Cameroun, pour le Tchad, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour le Niger, pour toutes les terres africaines martyrisées par la même barbarie. Puisse la campagne que nous avons menée jusqu'ici pour le Centrafrique inspirer tous les porteurs, tous les influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les sociétés civiles, à travers l'Afrique. Un pour tous, tous pour un. Ça, c'était la première bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et je voudrais remercier ici les Centrafricaines et les Centrafricains qui ont fait de moi un fils adoptif du Centrafrique. Qui ont fait de moi, par la loi, par la voix du cœur et de l'esprit, un fils du Centrafrique. Je sais maintenant que quand j'irai à Bangui, ma famille centrafricaine sera constituée de centaines de milliers, de millions de Centrafricains. Et il faut que chaque Africain agisse de telle façon que partout où il ira en Afrique, il se sente chez lui. Car c'est ce que tu fais qui te fait. Si tu épouses la souffrance et la tragédie d'un peuple, ce peuple t'épouse. C'est ainsi. C'est la loi de l'action-réaction. C'est la loi du boomerang. L'une des 7 lois universelles du cosmos. Deuxième bonne nouvelle. Hier, la Côte d'Ivoire a été attristée. Elle a été violemment attristée par l'énoncé du jugement infamant du tribunal d'Abidjan contre le leader Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons. Tout le monde a vu l'injustice la plus flagrante qui soit. Je voudrais quand même vous dire que c'est une bonne nouvelle. Alassane Dramane Ouattara, le dictateur déclinant de Côte d'Ivoire, nous a dit que Guillaume Kibafori Soro était condamné à vie. Lui, bien sûr, et son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais vous dire qu'en réalité,
Alassane Dramane Ouattara, hier, a annoncé que Guillaume Kibafori Soro et son mouvement Génération et Peuple Solidaire sont plutôt condamnés à vivre. Je recommence. Écoutez bien ce qu'il y a de bon là-dedans. Guillaume Kibafori Soro, grand maître du pardon et de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, l'un des rares hommes politiques ivoiriens à être capable d'avouer ses fautes et de demander pardon à son pays, à son peuple. Guillaume Kibafori Soro a été promu hier par Alassane Dramane Ouattara, en réalité leader de l'opposition radical contre Ouattara. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire, né il y a 2 ans, a été promu hier principal fer de lance de la résistance ivoirienne. Troisièmement, on nous dit au tribunal d'Abidjan, Guillaume Soro est condamné à la prison à vie. Non! Guillaume Soro est plutôt condamné à vivre. Oui, il est condamné à vivre. Autrement dit, il est condamné à mener le combat de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Attention, il n'est pas condamné à vie. Hein. Il est condamné à vivre. Il y a une nuance entre la condamnation à vie et la condamnation à vivre. Précisément parce que Guillaume Soro et nous, ses compagnons, nous allons continuer à mener le combat contre la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Elle tombera. Je voulais partager avec vous cela pour vous dire que c'est une bonne nouvelle. Alassane Dramane Ouattara lui-même a regardé autour de lui. Il a dit, mon principal opposant s'appelle Guillaume Kibafori Soro. La principale organisation qui me résiste dans ce pays s'appelle GPS. Alors, j'ai décidé de tuer Guillaume Kibafori Soro. Et j'ai décidé de tuer GPS. Or, c'est précisément ceux qu'il a décidé de tuer. Ce sont eux qui représentent l'espérance ivoirienne. Car c'est précisément pour ceux qui sont sans espoir que l'espoir est permis. Celui sur qui Alassane Dramane Ouattara concentre sa violence, ce n'est pas par hasard Guillaume Kibafori Soro, c'est parce qu'il sait que c'est Guillaume Kibafori Soro qui le vaincra. Génération et Peuple Solidaire, sur qui Ouattara met toute sa violence, c'est exactement ce mouvement-là qui vaincra Alassane Dramane Ouattara. Je vous rappelle que dans les années 80, c'était la position du FPI, c'était la situation du FPI. Le FPI a dû naître en clandestinité. Il était interdit de fonctionner. Le FPI est arrivé au pouvoir. Et le véritable premier président de la République, après le régime du PDC et RDA, le véritable premier président de la République, donc de l'alternance démocratique, s'appelle Laurent Gbagbo. Mais son parti et lui étaient même interdits, exclus de Côte d'Ivoire dans les années 80. Laurent Gbagbo a connu l'exil. Avant cela, il avait connu la prison politique. Il est devenu président de la République. J'attire votre attention sur le fait qu'Alassane Dramane Ouattara vient d'organiser ce qu'on appelle une élection spirituelle de Guillaume Kibafori Soro. En concentrant ses coups les plus durs, sa méchanceté, son manque de reconnaissance, son ingratitude la plus profonde à Guillaume Kibafori Soro, Alassane vient de le pointer du doigt et désormais, la Côte d'Ivoire tout entière le regarde. Guillaume Soro est désormais la réserve la plus précieuse de la République de Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que d'une certaine façon, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Car comme le dit le proverbe, à quelque chose, malheur est bon. Ah, donc finalement, c'est Guillaume Soro alors, l'homme à abattre. C'est lui la bête noire. C'est lui qui mérite la prison à vie dans toute la Côte d'Ivoire. Eh bien, il s'ensuit ipso facto que vous venez de le choisir comme étant le futur garant de l'émancipation ivoirienne. Chers amis, vous êtes 800 personnes, faites 800 partages tout de suite. La vidéo est violemment attaquée. Si vous voulez sauver cette vidéo, faites le partage. Partagez 800 fois et ils ne pourront pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc je voulais vous inviter, Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, y compris ceux d'entre vous qui pensaient que Guillaume Soro est en train de payer pour tout le mal qu'il a fait. Je voulais vous inviter à constater que justement parce qu'il est en train de payer, il aura la vocation à fonder l'état de droit et la démocratie ivoirienne. C'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des pierres. À celui à qui on veut faire le plus grand mal, on fait paradoxalement le plus grand bien, car on le désigne
comme étant celui qui va réconcilier, celui qui va recoller, celui qui va relancer l'espérance ivoirienne. Je vous le dis aujourd'hui, vous êtes près de 800 personnes ici. Je ne suis pas sûr que les 800 personnes qui m'écoutent soient convaincues de ce que je dis. Mais il y a une chose que j'ai pour moi, c'est le temps. Un temps viendra où cette conférence délivrée de l'intérieur de cette voiture, le 24 juin 2021, cette conférence vous sera à nouveau montrée. Lorsque Guillaume Kibafori Soro et le mouvement Génération et Peuple Solidaire entreront par la grande porte de l'élection démocratique au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez que j'avais dit que moi je l'ai déjà vu. Et vous ne me croyez pas. Mathématiquement, politiquement, tactiquement et stratégiquement, Alassane Dramane Ouattara vient de choisir Guillaume Soro. Il vient de désigner Guillaume Soro comme celui qui va mettre fin au régime du RHDP. Alassane Ouattara, en concentrant ses coups sur Guillaume Kibafori Soro, a concentré l'attention de l'histoire. L'attention des mânes ancestraux ivoiriens qu'il piétine. Il a concentré l'attention de Dieu le Tout-Puissant et de nos ancêtres angélisés sur cet homme politique qui n'est pas un saint. Cet homme politique qui, dans cette Côte d'Ivoire, où très peu ont le courage de commencer la première prise de parole devant le public ivoirien par le mot pardon, Guillaume Soro représente la possibilité que l'humilité gouverne la Côte d'Ivoire. L'humilité, la repentance, le pardon, la réconciliation, la force et l'énergie d'une génération intrépide qui n'a pas froid aux yeux et qui regarde tous les grands du monde dans les yeux, en face. Guillaume Soro la représente. Vous êtes libre de ne pas me croire. Je ne veux pas être cru. Je veux seulement être entendu. Et plus tard, je serai cru. Sauf ceux qui voient, eh bien, peuvent d'ores et déjà voir ce que je dis. Car moi, je vous dis ce que j'ai vu. Troisième bonne nouvelle. Je voulais partager avec vous l'arrivée chez moi hier, non, très tôt ce matin, l'arrivée de mon dernier né intellectuel, en attendant la sortie du livre sur la razzia de Ouattara. Eh bien, mon dernier né intellectuel est là. Ce livre s'intitule Nouvelles de Douala. Nouvelles de Douala est arrivé. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, déjà le commander via la page d'Amazon. Nouvelles de Douala est arrivé qui vous raconte mon lien à mon pays natal, le Cameroun. En 4 nouvelles que certains ont déjà eu l'occasion, dont certains ont déjà eu l'occasion de lire une partie sur ma page Facebook, mais qui ont été retravaillées pour désormais sommeiller à l'intérieur d'un livre. En 4 nouvelles que j'espère très croustillantes, je vous raconte mon Cameroun natal. Je vous raconte ce Cameroun natal qui sera l'objet, le 3 juillet prochain à Paris, d'une grande manifestation populaire à laquelle je vous invite tous. Pour mon pays natal, le Cameroun, africaines, africains, de France, d'Europe, tous ceux qui sont en mesure d'être présents le 3 juillet à la place de la République et lors de la manifestation citoyenne pour combattre, dénoncer la tragédie en cours au Cameroun, la guerre sanglante qui continue aujourd'hui de détruire le Cameroun anglophone. Tous ceux qui sont prêts à nous accompagner pour révéler à la face du monde, dénoncer davantage, déconstruire et mobiliser contre la dictature, contre la kleptocratie, le volodrome camerounais de Ali Baba Biya et ses 40 voleurs, n'oubliez pas la date du 3 juillet. Votre serviteur sera à Paris, au cœur du peuple de son pays natal, au cœur du peuple africain, pour parler du Cameroun. En attendant, donc, le bon événement chez moi, c'est que pour moi, les livres sont comme, mais sont des enfants que je mets au monde, dans le monde de l'esprit. Les livres sont des enfants spirituels, ce sont des naissances spirituelles. Et je crois que, alors celui-ci, c'est mon 3e livre sur le Cameroun. Je rappelle que j'ai écrit sur le Cameroun, critique de la tragédie camerounaise, qui est sorti à Paris l'Harmattan en 2014. J'ai écrit sur le Cameroun un recueil de poésie qui s'intitule « Dire adieu pour demain ». Dire adieu pour demain. Hein? Oraison pour un peuple révolté.
qui était sorti à Abidjan d'ailleurs en 2012, chez Balafon. Et ceci est mon troisième livre sur le Cameroun et qui s'intitule Nouvelles de Douala. Je pense que dans les 4 nouvelles de Douala que je raconte ici, qui sont des nouvelles à moitié imaginaires, à moitié biographiques, à moitié historiques et à moitié fictives, eh bien, vous allez retrouver vraiment tous les fondements de mon engagement pour l'Afrique. Pas seulement pour mon pays natal. Voilà, je voulais vous présenter ce bébé. Et vous avez le lien Amazon sur ma page pour ceux qui aimeraient plonger dans l'environnement littéraire de Franklin Nyamsi au Cameroun. C'est une belle occasion. Ça se lit bien, vite. Ça tient globalement en moins de 100 pages d'ailleurs. Donc j'ai choisi ce format-là pour que vous ayez le plaisir de lecture, mais également que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas amateurs de gros volumes à 300 pages, ce soit vraiment une belle lecture d'été. Un voyage dans mon pays natal. Il y a une dédicace que vous trouverez à la 5e page de ce livre. Je dédie ce livre à ma mère bien-aimée, Madame Nyamsi, née Ngobason Naomi. Ma mère qui, très tôt, m'a amené à l'école. Elle m'a amené à l'école par un accident, un heureux accident, et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui. Je n'oublierai jamais que ma mère, qui avait fait des études jusqu'au CM1, elle avait arrêté ses études au CM1, c'est elle qui a fait un docteur de l'université. C'est elle qui a fait un professeur agrégé de l'enseignement français. Ma mère qui s'était arrêtée au CM1. Un jour qu'elle allait au marché et qu'il n'y avait personne pour me garder, ma soeur était à l'école. J'avais 3 ans et demi ou 4 ans à tout prendre. Ma mère a demandé à M. François Nyabo, paix à son âme, s'il pouvait accepter de me garder pendant pratiquement 1 heure, le temps qu'elle fasse ses courses au marché de Bomi-Légué, dont je parle d'ailleurs dans ce livre, le temps qu'elle fasse ses courses et qu'elle revienne me chercher. Quand elle est revenue me chercher, elle qui avait eu l'idée formidable de me déposer chez le maître d'école, le maître d'école lui a dit « Laisse-le avec moi ». Et je n'ai plus jamais quitté l'école depuis mes 3 ans. Et d'ailleurs, presque dans toutes les villes où je m'en vais habiter, j'aime habiter près des universités et la plupart du temps, pas très loin d'une grande bibliothèque et de plusieurs librairies. Je n'ai jamais quitté l'école. Ma mère m'a mis à l'école. Mon père était au travail ce jour-là. C'est ma mère qui m'a mis à l'école. La femme qui m'a mis à l'école n'avait pas fait le CM2. Mais elle a pensé que cet enfant-là, qui courait dans la maison après tous les stylos de ses frères, qui allait ouvrir les cahiers de ses grands frères, les livres de ses grands frères, qui, un jour, un Allemand qui travaillait dans les télécoms, qui installait des pylônes de télécommunications, m'a-t-on dit, un Allemand passait, j'avais 2 ans et demi par là, un Allemand passait, j'ai couru dans la maison de mon père, j'ai pris un journal, je suis sorti, j'ai barré la voie à un grand Allemand. Ça se passe à Douala et je lui ai demandé de me lire ce qui était écrit dans le journal. Je lui aurais demandé, tu connais lire? Il m'aurait dit, oui, ya. Et je suis allé chercher un journal, je lui ai donné, j'ai dit, lis-moi ça. Le monsieur s'est arrêté, me dit-on, pendant au moins un quart d'heure et il m'a lu un peu de ce qu'il y avait dans le journal parce que je ne savais pas. Alors c'est vous dire à quel point Dieu et puis ma famille, je leur en serai éternellement reconnaissant, ont encouragé ma soif permanente d'apprendre. S'il y a quelque chose qui ne doit pas me manquer, c'est apprendre. J'ai autant soif d'apprendre que vous pouvez avoir, que nous tous pouvons avoir soif de boire de l'eau ou de manger. Mais c'est parce que ma mère avait décelé cette soif qu'elle m'a déposé à l'école. Et depuis qu'elle m'a déposé à l'école, je ne l'ai pas quittée. Voilà pourquoi, elle qui est partie en 2019, j'ai voulu lui dédier ce livre. Et lui dire, maman, voilà donc la conséquence de très bons choix que tu as fait pour ton enfant. Tu aurais pu aller me déposer chez une de tes copines. Tu aurais pu aller me déposer chez une grand-mère du quartier. Tu aurais pu aller me chercher une personne de la famille et me laisser là-bas. Tu t'es dit, cet enfant-là, il vaut mieux que je le laisse à l'école. Et c'est Dieu et nos ancêtres angélisés qui t'ont guidé, parce que c'était le meilleur endroit pour me laisser. Voilà les bonnes nouvelles, mes chers amis, que je voulais partager avec vous en cette pause d'après-midi. Ce sont ces bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous. Centrafricaine, Centrafricain, la cause du pays est entendue à New York. Elle est lue à New York.
Ivoirienne, Ivoirien, ne perdons pas espoir. Guillaume Soro a été chargé de la mission de vivre. Il a été condamné à vivre. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire que Ouattara prétend dissoudre devient le mouvement politique le plus important de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le mouvement dont on parle. Parce que chacun sait que s'il dit GPS, Alassane Ouattara tremble. Eh bien, GPS devient le mot de passe de la résistance ivoirienne. Et nous nous sentons encore plus ragaillardis dans le combat contre Ouattara, puisqu'il nous a choisis comme étant ses principaux adversaires. Il l'a voulu, il nous aura à l'os jusqu'à sa chute. Il nous aura à l'os, il n'y a pas de problème. Vous avez bien lu la déclaration du leader Guillaume Kibafouri Soro hier. Est-ce qu'il a flanché d'une virgule? Est-ce qu'il a reculé d'un iota? Nous rejetons tous les verdicts. Et Guillaume Soro l'a dit, nous ne renoncerons pas à ce combat. C'est tout. Voilà la bonne nouvelle. Ne vous morfondez pas sur nous. Ne vous apitoyez pas sur nous. Au contraire, faites comme nous. Gardez la joie. Gardez l'énergie pour mener le bon combat. Au lieu de se morfondre, au lieu de s'apitoyer, il faut se rassembler. Il faut s'unir. Il faut résister et mettre fin à l'ignominie de Ouattara. Et puis voilà, troisième bonne nouvelle. Voilà votre nouvel enfant pour les amateurs de lecture et surtout de littérature africaine. Nouvelle de Douala est là. C'est pas mal ça, non? Trois bonnes nouvelles comme ça. Eh bien, je vous remets la musique. Bien sûr que je pourrais vous dédicacer vos exemplaires, mais commandez-les sur Amazon, faites-vous livrer. Quand nous nous verrons, vous venez avec votre exemplaire et je vous dédicace. Alors ça c'est mon 24e livre publié. Hein. J'en suis à 24 livres. Hein. Je ne peux pas vous parler de tous les autres. Il y en a que j'ai oubliés. Maya gambe nangangora namgangoni Maya Maya Le 3 juillet, place de la République à Paris, mobilisation générale des Africains autour de la tragédie camerounaise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ngangoni
Bingi Ja Jimmy, c'est le nom de l'artiste et il chante Atara. Atara. Merci à tous et bon après-midi.